Nous allons débuter cet après-midi intitulé La musique klezmer et ses protagonistes. La musique klezmer, issue d'une tradition juive ashkénaze, a traversé les époques et les frontières pour s'épanouir dans le contexte culturel éclectique de Paris. Les conférences et tables rondes de cet après-midi s'attachent à explorer la place de la musique klezmer dans le contexte français, parisien peut-être plus précisément, mais également élargi à la France en général. Bien évidemment, cette scène musicale klezmer est riche de plusieurs dizaines d'ensembles, dont seulement quelques protagonistes seront présents aujourd'hui et on les remercie. Et nous remercions également l'ensemble des protagonistes de cette scène musicale klezmer qui n'interviendront pas directement cet après-midi, mais qui sont invités à échanger avec nous également. Pour amorcer ce moment, il est primordial de clarifier le terme klezmer et ses caractéristiques musicales. Alors pour cela, Léa Platini, qui est musicienne et fondatrice du groupe Les Oreilles d'Aman, proposera pour commencer l'après-midi une conférence intitulée « Une tentative de ne pas définir la musique klezmer ». Le contexte, le rapport au contexte parisien constitue un creuset artistique foisonnant où la musique klezmer a su trouver sa place. Et la musique klezmer s'est développée à Paris à partir de la fin du XXe siècle, faisant suite au revival qui a été amorcé aux États-Unis à partir des années 1970. Aujourd'hui, la musique klezmer est très active à Paris, et notamment dans un festival intitulé Jazz & Klezmer, présidé par Laurence Aziza chaque année, mais également beaucoup de concerts, d'événements, de bals. Et l'un des principaux protagonistes de ce développement, le pianiste klezmer Denis Cugnot, interviendra à 15h pour nous parler de ce renouveau, entre guillemets, ou cette naissance de la musique klezmer à Paris. Aujourd'hui, l'interprétation de la musique klezmer reflète une démarche alliant quête identitaire et appropriation musicale. Et je proposerai moi-même à 15h30 une conférence intitulée « Spécificité d'interprétation et appropriation de la musique klezmer par la scène musicale parisienne » pour vous exposer quelques exemples de démarches d'appropriation, de juxtaposition de caractéristiques stylistiques qui ont été révélées par les discours des musiciens que j'ai pu rencontrer. Après une courte pause, nous poursuivrons l'après-midi avec 2 tables rondes. La première qui réunira plusieurs enseignants de la musique klezmer autour de la thématique de l'enseignement de cette musique en France. Et la deuxième offrira un échange entre des musiciens klezmer à l'interprétation musicale singulière pour échanger les témoignages sur leur démarche musicale personnelle. Enfin, la journée s'achèvera par un moment musical qui mêlera la chanson yiddish, dont nous avons beaucoup parlé ce matin, avec les chanteuses Racinta et Michel Taubert. Puis une deuxième partie, musique klezmer, avec le groupe klezmer Pletzel Bandit. Voilà, je laisse la parole à Léa Platini, qui vient donc de Marseille, qui enseigne la musique klezmer et qui la joue également. Merci beaucoup et bonjour à tous. Donc je vais me présenter très brièvement. Je suis musicienne, j'ai un parcours en clarinette classique au conservatoire et je suis rentrée dans la musique klezmer par la musique instrumentale, avec la clarinette en tant que clarinettiste tout d'abord. Ensuite par le chant, la langue yiddish que j'ai commencé à apprendre il y a à peu près 5 ans. Et puis peu à peu aussi par la danse. Et j'étudie également le répertoire roumain et les makams, la théorie des makams, qui me donne du coup aussi une clé de compréhension sur la musique klezmer. Au départ, cet exposé était destiné aux stages que j'organise autour de la musique klezmer, et je lui ai donné ce nom un peu provocateur de tentative de ne pas définir la musique klezmer. Parce que j'avais envie d'éviter de donner une définition étroite et fermée. J'avais envie plutôt d'en ouvrir les contours et de montrer cette musique sous une forme plurielle. Et c'est pour cela que je vous propose de ne pas chercher à la définir dans l'immédiat. Dans une première partie, c'est plutôt pour écouter,
des spécificités de cette musique. Et dans une deuxième partie, on va essayer un petit peu plus de définir et de voir plusieurs points de vue, plusieurs définitions en réalité. Pour commencer, parlons de la doina. C'est l'introduction typique en musique klezmer, qui est une forme semi-improvisée dans laquelle on retrouve des codes et des schémas de la doina roumaine et de la cantillation liturgique, autrement dit le chant cantorial ou chazanut. Pour moi, la doina comprend une bonne partie de la grammaire, donc de la structure, et du vocabulaire, donc des patterns mélodiques et des ornements, de la musique klezmer. La doina sert habituellement de prélude à une suite de morceaux plus rapides, et elle se joue librement, sans rythmique, sur une note tenue qu'on appelle le bourdon. On va entendre un exemple de doina, c'est par l'orchestre de Belf, qui a enregistré entre 1911 et 1914 en Ukraine. Ne vous étonnez pas si les extraits sont courts, parce que mon temps est limité. Voilà, et ensuite, un morceau plus rythmé poursuit. Donc, pour commencer, donc on va repérer plusieurs éléments dans plusieurs écoutes que je vous propose, plusieurs éléments de la musique klezmer, telle qu'elle a été enregistrée entre 1900 et 1930 en Europe et aux États-Unis. Donc, pour dresser le décor, on est au début du XXe siècle. D'un côté, en Europe de l'Est, subsiste encore la musique klezmer, des maisons de disques, mais peu d'auditeurs. En Ukraine et ailleurs, en Europe de l'Est, des ethnomusicologues tels que Moïse Beregovski et des folkloristes comme Hansky essayent de collecter et sauvegarder la musique et la culture yiddish, notamment dans les zones rurales. Il y a une importante émigration vers les États-Unis, où là, l'industrie du disque se crée un public important pour la musique klezmer, qui devient donc un objet commercial. Donc on a d'un côté la sauvegarde d'un folklore, et de l'autre côté le début d'une commercialisation. Dans ce contexte, les sources sonores que nous allons écouter sont, d'une part, des enregistrements faits en studio, aux États-Unis et en Europe de l'Est, au début du XXe siècle, et d'autre part des enregistrements de terrain, donc des collectages réalisés par des ethnomusicologues. Donc il y a le nom de Moïse Beregovski que vous pouvez retenir, qui va être cité plusieurs fois. C'est donc un musicologue qui a fait un important travail de collectage entre les années 30 et 50 en Ukraine. Et le premier élément que j'aimerais mentionner, c'est la mélodie. On va parler de la mélodie avec ce slogan « liberté, primauté, expressivité », qui sont trois termes qui caractérisent la mélodie. La mélodie dirige tout. L'harmonie est constituée de peu d'accords. Elle est là pour colorer la mélodie ou donner un rythme, mais elle ne doit pas contraindre la mélodie. Preuve en est dans cet enregistrement qu'on va entendre. Donc il y a un seul accord, et ça permet à l'oreille de se porter sur les subtilités de la ligne mélodique. Donc c'est à nouveau Belf, l'orchestre de Belf. Donc si vous entendez le piano, il reste très statique en dessous de la mélodie.
etc. Donc voilà, pour illustrer un petit peu donc ce slogan, entre guillemets, liberté, primauté, expressivité de la mélodie. Et qu'est-ce qui arrive lorsque il y a plusieurs personnes qui veulent s'exprimer? Que devient ce slogan quand on a affaire à un orchestre? On a le principe de l'hétérophonie, c'est-à-dire plusieurs façons de jouer la mélodie en même temps. Et cela rejoint un principe dans la pensée juive chassidique, où le collectif est constitué d'individualités qui doivent réaliser leur propre destin, tout en faisant partie d'une communauté. J'aimerais maintenant... du coup, un exemple d'hétérophonie avec l'orchestre d'Abby Schwartz. Je pense que ça date de 1917 aux États-Unis. Alors comme je pense que c'est difficile à entendre si on n'est pas familiarisé avec la mélodie, je vais remettre en fait le même extrait. Donc on a la mélodie qui fait... Et ça revient 2 fois ou 4 fois. Et essayez d'entendre en fait les plusieurs instruments qui jouent cette mélodie d'une façon un peu différente. C'est un peu comme si chacun voulait commenter à sa façon. Etc. Et ça continue. Ensuite, deuxièmement, j'aimerais parler de l'influence de la Razanout, donc du chant de la synagogue. Les klezmorim, donc les musiciens klezmer, ont voulu retranscrire avec leurs instruments le chant synagogal, les cantillations des textes sacrés, le chant des prières. Les gammes dans lesquelles étaient chantées les prières ont donné les gammes ou les modes qu'on utilise dans le klezmer. Donc il n'existe pas de théorie vraiment des modes. Mais on peut utiliser la théorie des makam en musique ottomane et l'adapter au répertoire klezmer. Et l'ornementation découle en partie de la manière de chanter du Razan. Donc un exemple de Razanout avec Moïse Oisher, qui a enregistré ceci dans les années 40 à New York. Désolée, je dois couper. Donc voilà pour la Razanout qui a donné les modes, les gammes et les ornementations en partie à la musique klezmer. En troisième partie, le chassidisme, avec la création de nigunim. C'est là que je vais citer première citation de Denis Cugnot. J'espère que tu es toujours d'accord avec ce que tu as dit. Il n'y aurait pas de klezmer sans le chassidisme. Ah. Le chassidisme, donc, qui est un courant pieux et spirituel du judaïsme, qui est né en Ukraine au XVIIIe siècle. Le chassidisme utilise la musique, le chant, la danse pour créer un état collectif d'extase proche de la transe. Beaucoup de nigonim, mélodies chantées dans les communautés chassidiques, se retrouvent dans le répertoire instrumental klezmer. Donc voici un exemple de nigoun. Donc un nigoun, c'est, pour dire vite, une mélodie chantée sur des onomatopées, soit à caractère méditatif, soit un petit peu extatique, en tout cas à caractère spirituel.
Donc en voici un. Donc ça c'est un collectage. Je répète la mélodie. Ok, donc et on retrouve dans une suite instrumentale ici. Voilà, après ça continue, c'est une suite, voilà, Chassidish Nigonim, une suite de Nigonim. Donc voilà comment le chassidisme a pu développer, enrichir le répertoire de musique klezmer. Quatrième point et quatrième élément, c'est le côté fonctionnel de la musique klezmer. Donc c'est une musique traditionnellement liée à la danse et plus largement, c'est une musique fonctionnelle. Dans la musique klezmer, il y a différentes catégories de rythmes, de rythmiques qui correspondent à des danses. Donc la hora, terkischer, rosidel, freilar, cher, sirba, etc. Et si ce n'est pas pour faire danser, la musique klezmer accompagne divers rituels dans les mariages. Les musiciens klezmer, klezmorim, avaient un statut ambivalent, à la fois indispensable dans les mariages, mais mal considéré. Ils étaient organisés souvent en guildes et se déplaçaient sur un territoire plus ou moins large pour pouvoir jouer. Donc là, comme exemple de musique fonctionnelle, normalement j'ai le... Pardon, je vérifie que c'était bien ça. De Beigele Orchestra, Pleure belle mariée, donc c'est le Kalebasetzen où on fait pleurer la mariée. C'est un petit extrait. Voilà, je suis obligée de couper, désolée. Et cinquième élément, l'influence d'autres musiques. La musique klezmer est influencée par la musique des pays dans lesquels les Juifs s'établissent. On retrouve donc des couleurs et des mélodies de musique roumaine, grecque, hongroise, slave, tzigane, polonaise. Et pas seulement les couleurs, il existe de nombreuses mélodies que l'on retrouve dans les répertoires klezmer et dans différents autres répertoires. Et quand le klezmer émigre aux États-Unis, le jazz s'immisce aussi dans le klezmer. Donc là, j'ai un exemple avec Harry Kandel. Donc voilà, une mélodie klezmer, mais en style un peu vaudeville. Etc. Donc, pour résumer cette première partie, on a pu voir la mélodie, enfin l'importance de la mélodie avec ce slogan liberté, primauté, expressivité. Donc tout est au service de la mélodie. On a vu le chant de la synagogue qui a donné les modes et l'ornementation.
On a vu le chassidisme qui a élargi le répertoire avec ses nigunim, ses mélodies. La danse et l'aspect fonctionnel et l'influence des musiques européennes et du jazz. Et j'aimerais aussi parler des éléments dont je n'ai pas parlé, juste pour savoir que ça existe, mais que voilà. Je n'ai pas parlé des instruments aussi. Enfin, au début, c'était plutôt des cordes et après, les vents sont arrivés, pour faire très vite. Le mode de transmission, qui était principalement oral. Comment se construise la construction musicale des mélodies. Donc là, c'est vraiment très musicologique. Le contexte social et sociologique traditionnel dans lesquels était jouée cette musique, la langue yiddish et le chant. Voilà, tout ça dont je n'ai pas parlé, et je n'en parlerai pas. Et je vais vers ma partie 2, plusieurs manières de définir. La musique klezmer est difficile à définir du fait de sa décontextualisation. On passe des petites villes d'Europe de l'Est à New York. On passe d'une musique fonctionnelle jouée pour accompagner un moment de la vie ou une fête à une musique enregistrée en studio et jouée en concert. On passe de la rue à la scène. L'assimilation, le fait de ne plus jouer pour sa communauté mais pour un auditoire plus large participe à cette décontextualisation. Et surtout, c'était une musique orale, sans théorie, sans règles écrites, sans institution, sans définition. Les klezmorim jouaient de la musique, ils ne jouaient pas du klezmer. Pour eux, le klezmer désignait un musicien, un klezmer, des klezmorim. Et avant ça encore, ça désignait un instrument. Dans sa définition étymologique, on a les deux mots hébreux klei, zemer, qui signifient l'instrument du chant. C'est apparemment Beregovsky qui a utilisé le mot klezmer pour définir un genre, mais je crois que ça a été popularisé, si on peut dire, ça a été réutilisé bien après, puisqu'au début, quand la musique klezmer a été enregistrée, c'était Jewish music. Donc le mot klezmer en tant que genre commercial, c'est encore après, sans doute dans les années 70. Je ne sais pas exactement. C'est une musique que certains considèrent comme européenne, d'autres américaine. Certains y excluent le chant, d'autres non. Certains disent que c'est une musique qui appartient aux Juifs. D'autres se révoltent contre cette idée. Certains la voient comme une musique orientale, d'autres comme une musique occidentale. Certaines mélodies dites klezmer se retrouvent aussi dans les répertoires traditionnels ukrainiens, roumains, russes, polonais, grecs et même écossais. C'est une musique profane, populaire, mais ancrée dans la liturgie juive. Il y a plein de contradictions. Je sais pas. Si on veut être schématique, on peut évoquer le klezmer comme étant une musique instrumentale qui puise ses sources dans les traditions religieuses et profanes des Juifs d'Europe de l'Est, qui s'est largement mélangée avec les musiques non juives des pays d'Europe de l'Est, puis qui a été commercialisée aux États-Unis, puis finalement en France et en Europe. Donc c'est ce qu'on appelle le revival ou renouveau klezmer à partir des années 70. Maintenant qu'on croit avoir donné une définition, voici plusieurs points de vue de musiciens et musicologues afin de ne pas rester sur une chose univoque. Parlons tout d'abord de Zef Feldman, qui est une référence, donc musicologue, musicien, danseur, qui vit actuellement en Hongrie, et qui détermine 4 éléments qui composent la musique klezmer. Les danses de la Renaissance, le baroque, les éléments grecs et turcs, et à partir du milieu du XIXe siècle, la musique urbaine, moldave et roumaine. Il considère qu'il y a 4 catégories de répertoire. Il différencie donc les mélodies qui étaient spécifiquement juives, les mélodies qui sont présentes chez les juifs et les non-juifs, les mélodies que les musiciens juifs jouaient pour les autres communautés, et les mélodies à la mode du moment. Mais ces catégories ne font pas consensus, car en pratique, il est difficile de mettre les mélodies dans une case plutôt qu'une autre. Parlons d'Alan Bern. Donc Alan Bern, qui est le cofondateur de Yiddish Summer Weimar et qui est aussi le fondateur de son propre groupe Brave Old World, qui vit actuellement à Berlin. Pour lui, il y a une définition académique du terme klezmer.
à travers les musicologues du revival, donc Zeev Fellman, aussi Joël Rubin et Hankus Snetsky. Et cette définition académique est différente de l'utilisation du terme klezmer par les musiciens eux-mêmes. Donc on retrouve la fameuse différence entre théorie et pratique. On peut dire, enfin je dis on, enfin c'est Alan Bern qui dit ça, on peut dire que la musique klezmer est la musique que les klezmorim jouent. Ensuite, j'évoquerai Josh Horowitz, donc musicien emblématique du revival qui vit en Californie. Il établit une sorte de forme pyramidale. Et à la base de la pyramide, c'est les musiques qui évoluent le moins vite, et au sommet, c'est les musiques qui sont le plus influencées par l'extérieur. Donc lui, il dit que à la base de la pyramide, ce qui change le plus lentement, c'est la musique de la synagogue. Ensuite, il y a la musique paraliturgique, donc c'est propos religieux mais en dehors de la synagogue, comme les chants de Shabbat, et les nigonim par exemple, piyutim. Ensuite, il y a la musique domestique, donc souvent plutôt vocale, le théâtre yiddish, et au sommet, il y a le klezmer. Ce qui montre que pour lui, en fait, le klezmer est la musique qui évolue le plus vite et qui est le plus influencée par l'extérieur. Ce qui montre que c'est difficile à saisir. Et enfin, je ne citerai personne, mais il y a deux courants concernant, enfin deux courants peut-être plus, sans doute plus, concernant la période entre les années 40 et les années 70. Donc les années 70, c'est le début du revival aux États-Unis. Et de 40 à 70, on évoque cette période comme étant une période de rupture dans l'histoire de la musique klezmer. De fait, il y a la guerre, mais également l'assimilation et un désintérêt pour les traditions anciennes. Mais là encore, tout le monde n'est pas d'accord, car la musique klezmer a disparu pour les uns, mais pour d'autres, elle a continué à se développer sous une autre forme dans les familles et communautés chassidiques de Brooklyn, qui ont perpétué la tradition de musique dans les mariages. Ce qui est certain, c'est qu'à partir des années 70, les musiciens ont voulu trouver les racines de la musique klezmer, ou retrouver les racines, et ont dû passer par une phase de recherche et de documentation. Les sources qu'ils ont utilisées, j'espère que vous vous en souvenez, c'est celles que j'ai citées au tout début de cet exposé. Donc il y a les archives sonores enregistrées aux États-Unis au début du XXe siècle, en Europe et aux États-Unis, en studio, et les recherches ethnomusicologiques, notamment de Moïse Beregovsky. Et le point de vue de Beregovsky est intéressant. Il déplore le manque d'éléments et le manque de connaissances de cette musique déjà à son époque, donc entre les années 30 et 50. Et je vais citer un tout petit paragraphe qu'on trouve sur le site de l'IUMJ. Beregovsky soutient l'idée que les éléments empruntés, donc éléments empruntés entre guillemets, aux cultures environnantes sont transformés et incorporés au folklore juif de plein gré et non à son détriment. Selon lui, l'intégration d'éléments empruntés, à nouveau entre guillemets, ne doit pas être perçue comme des ajouts étrangers, exogènes, mais plutôt comme une évolution naturelle, attestant de la faculté d'adaptation et de développement des musiques juives. Et comme je vous disais, souvent je fais ce petit exposé dans le cadre de mes stages, et donc c'est vrai que je cite souvent Denis Cugnot, qui aujourd'hui est là, mais bon, j'ai pris le parti de quand même dire ça, parce que ça me semble très intéressant, et ça peut aussi faire une transition. Donc Denis Cugnot dit « Aujourd'hui, le klezmer est passé d'une musique de tradition à une musique d'héritage. Tradition, c'est une musique qui fait partie intégrante d'un mode de vie, et héritage, c'est une musique qu'on a choisie pour être protégée, vénérée et redécouverte. Et donc la question est comment on s'approprie cet héritage. » Voilà.
Merci beaucoup. Merci beaucoup à Léa Platini pour cet exposé à la fois très riche et plein de subtilité, je dirais, parce que définir la musique klezmer, comme on peut le voir, c'est complexe et ça nécessite de ne pas chercher à mettre les choses dans des cases, mais plutôt d'en observer toutes les subtilités et toute la complexité. Donc merci de nous l'avoir montré pour une musique qui est à la fois définie par des spécificités musicales, par un contexte, par peut-être une âme, un yérès. Et donc c'est toute cette richesse, ce qui commence bien cet après-midi pour pouvoir donner libre cours à la suite. Et je vais poursuivre en prenant bien le flambeau là où nous en étions, puisque moi je vais vous parler du klezmer actuel tel qu'il est joué aujourd'hui à Paris. Je me déplace. Alors la musique klezmer, bien comme on l'a dit, je répète, est donc née au sein des communautés juives ashkénazes d'Europe de l'Est. Elle a traversé une histoire riche et complexe, comme on en a eu un aperçu. Elle a été marquée par des migrations, des transformations, des renouveaux et donc des enrichissements. L'une des particularités de cette musique klezmer d'un point de vue stylistique est sa nature composée, influencée de diverses traditions musicales. Et en effectuant des analyses croisées entre des enregistrements d'époques différentes, on peut isoler les caractéristiques récurrentes, celles qui sont considérées comme des marqueurs du style klezmer et qui ont été déjà évoquées par Léa Platini tout à l'heure, mais je reprends en résumant ces motifs mélodiques qui incluent des variations, des ornements et qui forment une texture, l'hétérophonie, des rythmes caractéristiques, des échelles harmoniques, pour ne citer que les éléments purement musicaux. Et à mesure que de nouvelles générations de musiciens s'emparent de cet héritage musical, elles apportent leurs propres influences, leur créativité et leurs aspirations, à la fois vers l'authenticité du passé et l'originalité du présent. On se rend compte que les interprétations actuelles de la musique klezmer, et notamment à Paris, associent des caractéristiques stylistiques de la musique klezmer à d'autres éléments rythmiques, mélodiques ou harmoniques qui ne sont pas la référence du style klezmer. En s'intéressant à ce que revendiquent les musiciens et donc en analysant leurs discours, en les écoutant, on est renseigné sur la manière dont les musiciens appréhendent eux-mêmes leur musique et conscientisent une fusion stylistique ou éventuellement une correspondance stylistique et comment est-ce qu'ils recherchent leurs particularités. À Paris, je me suis intéressée à un corpus de 10 ensembles instrumentaux dont vous voyez rapidement les images. Ce n'est pas un corpus exhaustif, bien sûr, mais ce sont les musiciens que j'ai rencontrés. Et 12 ensembles mêlant musique instrumentale et chant yiddish. Et c'est aussi pour moi l'occasion de les saluer, de les remercier pour tout le travail qu'ils font pour cette diffusion de la musique klezmer, y compris ceux qui ne sont pas présents aujourd'hui. Je vous propose aujourd'hui d'observer la manière dont les musiciens klezmer parisiens fusionnent ou font correspondre la musique klezmer à d'autres styles musicaux, en commençant, comme vous pouvez le voir dans le plan, par étudier l'intégration d'ornements issus d'autres styles musicaux, puis en observant les possibilités de fusion rythmique, et enfin la place de l'enrichissement harmonique et ce qui peut en découler. Alors la manière d'ornementer la musique klezmer est caractérisée par la nature de certains ornements comme le kreerts, la trille, le glissando, mais également par la manière de placer ces ornements dans la phrase musicale. Et l'ornementation est en quelque sorte la signature du musicien, reflète son style musical personnel. Alors je vais citer un groupe que nous entendrons ce soir. Dans les enregistrements du groupe Platzel Bandit, on note par exemple l'influence du style de certains musiciens, de leur style personnel, et notamment celui de l'accordéoniste moldave Georgi Chumashu, qui se caractérise par une grande présence de trilles
Alors j'aimerais vous faire écouter cet extrait de Nicht gesagt, dans lequel on entend le thème qui est joué tout d'abord par l'accordéon, avec cette interprétation assez moldave de ce style musical propre à l'accordéoniste, puis qui est repris par le violoniste Charles Rapoport, qu'on a cité déjà aujourd'hui et que nous entendrons tout à l'heure. Et donc avec un style davantage caractérisé par les enregistrements, les archives klezmer. Voilà, je pense que vous avez donc peut-être entendu, c'est très subtil, mais les notes tenues étaient ornementées de trilles à l'accordéon, ce qui montre cette couleur assez propre de l'ornementation moldave. Le remplacement des ornements klezmer par d'autres ornements caractéristiques d'un autre style musical permet donc également de fusionner les origines stylistiques des musiciens ou d'affirmer un emprunt stylistique dans l'interprétation d'un thème klezmer. Par exemple, le groupe klezmer parisien Swing Klezmer intègre volontairement des ornements caractéristiques du jazz manouche dans leur interprétation afin de créer une fusion. Et pour eux, la fusion est revendiquée. Vous pouvez observer une des citations du violoniste du groupe David Amsellem qui revendique ce choix délibéré de fusionner le jazz manouche et la musique klezmer. L'exemple que j'ai choisi, c'est celui de l'interprétation du morceau Yossol Yossol, qui est d'abord une chanson yiddish et non pas un morceau klezmer à proprement parler, interprété par Nelly Kassman en 1923. Dans lequel vous entendrez des Kreerts à la voix et une certaine sobriété, puis la version reprise par Swing Klezmer, avec davantage de glissandi, notamment au violon. Et donc la version de Swing Klezmer qui cherche à intégrer des caractéristiques du swing. Alors bien sûr, dans cet extrait, vous l'aurez remarqué, l'influence du jazz manouche ne se retrouve pas uniquement dans les ornements, mais également dans le rythme, qui est un rythme caractéristique du jazz, avec un effet de swing. Voilà, donc un premier exemple de fusion ici revendiquée. Les témoignages des musiciens parisiens nous indiquent souvent cette volonté de fusionner des styles. Et la musique klezmer étant bien évidemment construite par des influences stylistiques voisines, par son histoire riche en échanges musicaux, on peut s'interroger, et on s'interrogera et on continuera de s'interroger après cette conférence, sur le moment où la manière d'ornementer ou la manière d'interpréter la musique klezmer deviendra la référence du style klezmer, qui lui-même pourra à nouveau s'enrichir d'un autre style musical. Cette frontière restera à questionner. Donc, je passe maintenant au rythme. Les rythmes sont également un des marqueurs du style klezmer, et ils permettent d'identifier la nature de la danse et donc du sous-genre dans la musique klezmer, puisque la musique klezmer est constituée de plusieurs danses, des chers, des horas, des bulgares, etc.
Et la modification de ces rythmes d'accompagnement est perçue comme une prise de liberté dans l'interprétation klezmer, allant jusqu'à faire appartenir ou non un thème au répertoire klezmer. Alors en lien avec leur démarche, les musiciens klezmer parisiens peuvent parfois substituer au rythme klezmer d'un thème connu un rythme caractérisant un autre style musical. Pour certains, il s'agit d'apporter par une rythmique un style correspondant à leur style musical de prédilection, ou encore à un style de musique populaire pour toucher un public plus large, comme en témoigne Clément Moreau, batteur du groupe Gefilte Swing. Donc vous pouvez voir une citation sur le diaporama. Il explique vouloir dépoussiérer un petit peu, mettre au goût du jour avec des rythmes un petit peu plus rock'n'roll. Voilà ce choix donc d'apporter sa touche personnelle pour moderniser et correspondre à des goûts. Pour fusionner les styles klezmer et salsa, je vous propose d'observer la démarche du groupe Cigarrillos en el Strudel, qui joue avec les rythmes caractéristiques qui sont des marqueurs forts à la fois du style salsa et du style klezmer. L'enregistrement du groupe que nous allons écouter ensemble présente un thème joué au violon qui correspond à un bulgare klezmer. Et il est accompagné par une double section rythmique. Le tuba joue le rythme caractéristique du bulgare, celui que vous pouvez observer sur la ligne du haut de la partition, pam 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 pam, et qui est donc composé d'une alternance de syncopes et parfois également de pompes. Tandis que les percussions afro-cubaines du groupe Cigarrillos en el Strudel présentent un rythme à mi-chemin entre le rythme binaire croche de double et le triolet. Ces deux doubles sont légèrement arrondis et c'est une caractéristique du style salsa. Donc ces deux rythmes vont se superposer. Je vous propose d'entendre cet extrait avec cette superposition et donc cette fusion de caractéristiques rythmiques. Voilà, je pense que vous avez réellement perçu dans cet extrait cette double identité. Savoir si on penche plus vers l'un ou vers l'autre, c'est presque difficile. La mélodie est en tout cas une mélodie du répertoire klezmer. Cette méthode de substitution ou d'ajout d'une rythmique caractéristique d'un autre style que le klezmer sur un morceau du répertoire se retrouve dans beaucoup de groupes parisiens actuels qui revendiquent une démarche de fusion stylistique. Alors pour en citer quelques-uns, le groupe Swing Klezmer, le groupe Gefilte Swing, dont Muriel est la représentante aujourd'hui, Muriel Hirschman, Rémi Ulzari dans son projet avec un joueur de tabla indien, le groupe Horse Radish, dont nous parlerons après, ou encore chez des compositeurs comme Pierre Wettstein, qui est présent ici, dont on va entendre le témoignage juste après également, et qui recherche donc une correspondance stylistique en jouant sur les correspondances rythmiques que l'on peut parfois observer et avec lesquelles on peut s'amuser. Après avoir combiné des thèmes klezmer et des rythmiques issus du jazz, le groupe Gefilte Swing a lui tenté l'expérience inverse, ce qui est assez intéressant, en arrangeant des standards de jazz comme Black and Tan Fantasy, enregistré pour la première fois par Duke Ellington, sur un rythme de hora roumaine, donc un rythme à 3 temps légèrement inégaux, transformant donc cette mesure à 4 temps en une mesure à 3 temps. Ou encore le thème de Take the A-Train sur un rythme caractérisant le Turkish klezmer.
Et cette transformation est considérée par l'arrangeur du groupe, qui maintenant n'est plus actif, Alexandre Litvak, comme un moyen de rendre klezmer un thème provenant d'un autre répertoire. Et je lis sa citation qui est très parlante. Il dit « Je travaille avec mes oreilles, j'utilise tout ce que j'entends en swing et en klezmer, je m'imprègne et à un moment donné, ça se mélange. Il y a des déclics qui se font naturellement et qui me permettent de faire des arrangements. Même si c'est parfois écrit, il faut que ce soit naturel. » Voilà, donc ici on voit la réelle appropriation qui fait que le mélange se fait naturellement et qui a fait que certaines influences ont intégré aussi le style klezmer à travers l'histoire. On observe dans les démarches de ces groupes klezmer parisiens que le rythme est un marqueur suffisamment fort pour identifier un style et faire entendre un choix de fusion stylistique. L'harmonie et le rythme harmonique sont également des marqueurs du style klezmer et c'est donc le dernier point. On aurait pu parler d'autres caractéristiques, mais j'ai choisi d'identifier 3 pour aujourd'hui. La simplicité harmonique donc, est pour les musiciens une signature du style klezmer. La présentation de Léa Platini tout à l'heure nous l'a bien montré avec cet accompagnement qui restait sur un seul accord, avec cette mise en valeur de la mélodie. Cette simplicité harmonique est également la conséquence des contextes dans lesquels la musique klezmer s'est développée et a évolué jusqu'au début du XXe. Par le revival, la musique klezmer s'est inscrite dans un contexte davantage scénique que cérémoniel ou festif. Et les morceaux sont travaillés, sont préparés pour le concert davantage. Et donc l'harmonie est également davantage réfléchie. Cette modification du contexte, ainsi que la formation musicale des musiciens, des klezmorim parisiens qui ont souvent une formation classique, amène à une évolution de cette harmonisation. Et je vous propose d'observer le témoignage de certains musiciens klezmer parisiens qui revendiquent et expliquent pourquoi ils enrichissent l'harmonie de référence. Tout d'abord, un témoignage de Mano Siri, dont nous avons salué la mémoire tout à l'heure, qui est donc la fondatrice du groupe Marx Sisters. On a entendu Judith Marx en parler tout à l'heure, qui disait « L'harmonisation de la musique klezmer est souvent très simple. Il y a souvent des choses en ré mineur, car c'est la tonalité du violon. Mais on reste assez libre. Parfois, on veut faire quelque chose de plus jazzy, donc on joue sur l'harmonie avec des accords diminués. » Voilà, donc ici, on voit qu'il y a cette volonté d'apporter une couleur du jazz dans le klezmer. Et Benjamin Chabert, dont on a parlé également, qui est contrebassiste dans ce groupe Marx Sisters, et également dans les Klezman, allait dans le même sens. Il dit « Avec Odessa, j'aimais bien faire assez sobre et traditionnel. Avec Klezman, ils veulent quelque chose de plus intellectuel, mais je ne suis pas vraiment convaincue parce que je pense que la tradition est assez sobre. Malgré tout, avec ma formation pop-rock, j'aime aussi faire de belles harmonies pour faire ressortir certaines notes, même si ce n'est pas forcément pur jus traditionnel. » Voilà, et je trouve ça c'est très intéressant ces témoignages pour nous montrer comment ces musiciens appréhendent cette appropriation stylistique. On comprend donc que les musiciens parisiens font évoluer une harmonie simple vers une harmonie plus complexe qui reflète leurs aspirations stylistiques, mais également leur formation musicale, leur culture musicale. Pour illustrer ce dernier propos tenu par Benjamin Chabert, nous pouvons comparer l'analyse harmonique de leur interprétation du groupe Klezman du morceau Kolomeike, enregistré en 2008, à celle du même morceau intitulé Kolomeika, c'est la même chose, enregistré par le clarinettiste Naftuli Brandwein en 1927. Je vous propose d'observer chacun de ces extraits en suivant la grille harmonique pour observer l'enrichissement que l'on va trouver dans l'interprétation par le groupe Klezman. Donc tout d'abord, la version la plus ancienne, une archive qui fait référence pour les musiciens, 1927. Partie B. Partie C.
Partie D. Et la deuxième version, alors même si on ne lit pas les grilles d'accords, on se rend compte visuellement qu'il y a beaucoup plus d'accords. On en parlera après et on va l'entendre également. Partie B. Partie C. Partie D. On observe donc dans cette seconde version, celle du groupe parisien Klezman, la présence de 6e degré ABC en préparation de la tonique dans les parties A et D, cet enrichissement harmonique qui n'était pas présent dans la version de Naftuli Brandwein. On observe également un rythme harmonique généralement plus rapide, c'est-à-dire qu'il y a un changement de l'harmonie plus fréquent, particulièrement dans les parties C et D, où on note une alternance tonique dominante dès la première mesure de la phrase, et une cadence en milieu de carrure, alors que la version de Naftuli Brandwein ne propose une cadence qu'à la fin de la carrure. Et enfin, la version de Klezman propose davantage de renversement d'accords, notamment sur les 5e degrés, dans la partie C, avec directement à la basse la sensible. Donc un premier renversement d'accords. Donc tout ça témoigne d'une certaine préparation, d'une certaine connaissance de la structure du morceau qui permet ces libertés, cet enrichissement harmonique. Et cela reflète le passage de cette musique de fête et de cérémonie à une musique de scène. Les conclusions que nous apportons ici sont permises par le croisement des analyses musicales et des discours des musiciens qui revendiquent leur choix. On observe donc aujourd'hui la cohabitation de deux démarches musicales. La première qui part à la recherche d'un klezmer entre guillemets authentique pour le conserver, une musique donc d'héritage, tandis que la deuxième s'approprie la musique klezmer pour proposer quelque chose de nouveau et d'original. Et c'est cette deuxième démarche que j'ai voulu montrer aujourd'hui parce que c'est une démarche qui est extrêmement importante aujourd'hui à Paris et qui en fait quelque chose d'assez unique et intéressant. Les klezmorim qui s'inscrivent dans la seconde démarche revendiquent une fusion stylistique qui est généralement le reflet de la complexité de leur culture. La fusion de caractéristiques musicales issues de la musique klezmer et d'un ou plusieurs autres styles musicaux se fait donc au sein même de l'interprétation d'un morceau et elle est souvent revendiquée et conscientisée. Et c'est ce qui fait qu'elle n'est pas considérée comme la nouvelle interprétation klezmer. En observant de manière systématique et approfondie le degré d'influence des musiques extérieures dans le répertoire comme dans l'interprétation de la musique klezmer, on observe donc une diversité de démarches parmi les klezmorim actuels. Et face à ces transformations, se pose la question de savoir si la définition de la musique klezmer évoluera en même temps que les interprétations qui la façonnent. En considérant que la définition est ancrée dans les caractéristiques musicales observées à un moment donné de l'évolution de la musique klezmer, il est probable que cette définition continuera de s'adapter au fil du temps, ce qui explique la difficulté aussi que l'on peut avoir à définir la musique klezmer à un moment donné. Elle reflètera la créativité et l'innovation perpétuelle de ce style musical qui est en constante métamorphose.
Voilà, je vais terminer ici et encore une fois, on pourra en discuter. Et puis également ouvrir cette discussion à l'occasion de la table ronde qui invitera plusieurs musiciens qui sont dans cette démarche un petit peu d'originalité, d'appropriation, d'échanger à ces sujets-là et ils pourront également réagir sur mes propos qui les concernent. Donc voilà, je vous remercie beaucoup. Et